Salut tout le monde, c'est Alexandre Inger. Alors oui, je sais, vous êtes déçus, vous vous attendez à voir peut-être la vidéo avec Soral, mais ne vous inquiétez pas, elle arrive le 23 mars à 15 h. Et oui, ce dimanche, vous pourrez voir effectivement mon entretien avec Alain Soral. Il faudrait être un peu patient. Le premier épisode, que Dieu bénisse Donald Trump, vous a plutôt plu, donc on remet le couvert, on va traiter toutes les actualités du 20 février au 19 mars. J'ai décidé de changer un petit peu la forme, on va plus exploiter le fond vert, vous verrez, ça va être sympa. Bon, d'ailleurs, quitte à assumer le côté rouge, autant que mettre la casquette rouge. Un peu ridicule avec le casque, mais on va faire comme ça. Allez, commençons le traitement des actualités. Et ça commence extrêmement bien avec une excellente nouvelle, si vous voulez mon avis. Je sais pas si vous le saviez, mais aux États-Unis, il y avait certains États, comme notamment la Californie, où l'école imposait la vaccination contre le Covid-19 aux enfants. Il y avait également certaines universités et écoles privées qui imposaient effectivement l'obligation d'être vacciné contre le Covid-19. Et ben écoutez, le 15 février, date de signature, 20 février, date de publication, Donald Trump signe un décret mettant fin à cette obligation. Ce qui signifie donc que l'éducation est de nouveau accessible pour tous. Vous m'excuserez, je n'ai trouvé que des sources anglaises, je n'ai absolument trouvé aucune source française là-dessus, mais écoutez, c'est bien le cas. Donc très bien, très bien, ça commence bien. Depuis le début de la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan qui vous protège. Mais ne vous sentez pas autant en sécurité à l'avenir. Ça, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Que Dieu vous en garde. Ne nous dites pas ce que nous allons faire. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas comment nous allons nous sentir. Vous n'êtes pas à même de nous dire comment nous allons nous sentir. Vous n'êtes pas à même de dicter ce que nous ressentirons. Nous nous sentirons très bien. Nous nous sentirons très bien. Nous nous sentirons très fort. Pour l'heure, vous n'êtes pas vraiment en position de faire cela. Vous êtes dans une position très délicate. Et oui, en ce dernier jour de mois de février, vous avez tous vu, je pense, l'altercation que je viens de vous diffuser brièvement. Zelensky s'est fait complètement humilier par Donald Trump et par son vice-président Vance, et la raison était assez simple. Zelensky, il arrive, il fait le gros dur, il fait le malin, bon bah Donald Trump, il lui a rappelé qui était la première puissance des États-Unis. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que Zelensky s'est énervé par rapport à cet entretien, mais quelques jours après, Zelensky accepte tout ce qu'a proposé les États-Unis. Donc au final, on voit bien que c'est un ancien comédien, un ancien acteur, parce que oui, ce n'est que du théâtre, ce n'est que de la comédie ce que nous fait Zelensky. Heureusement qu'on a un bien meilleur chef d'État que lui. Non, oubliez cette dernière phrase. Le lendemain, l'anglais devient la langue des États-Unis. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, les États-Unis n'ont jamais eu de langue fédérale, n'ont jamais eu de langue officielle. Probablement, j'ai pas vraiment la raison historique. Est-ce que c'était parce qu'il y avait des autochtones amérindiens? Est-ce que c'est parce que c'est le nouveau continent, donc il y a plein d'immigration européenne? Bref, j'ai pas forcément la raison historique, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 1er mars, l'anglais devient la langue officielle des États-Unis. C'est un argument que j'avais déjà avancé pour l'annexion du Québec, où on m'a dit, oui, mais le Québec parle français. Ce n'est pas un souci. Les États-Unis n'ont pas de langue officielle. Maintenant que les États-Unis ont une langue officielle, à voir quel impact ça aura. Vous savez bien à quel point l'espagnol est omniprésent aux États-Unis, surtout dans la Sun Belt, on appelle ça, hein, dans le sud. Apparemment, il y aura pas trop de conséquences de ce que j'ai pu lire. Les agences fédérales pourront toujours fournir des informations et des services en langue étrangère. J'ai vu également un certain nombre de décrets signés par Donald Trump concernant la lutte contre la drogue, mais pour l'instant, j'ai pas grand chose de solide ou de consistant à vous présenter, donc le reste de la semaine c'était notamment une inquiétude vis-à-vis de la Chine. La Chine est dans le viseur puisque Donald Trump envisage de taxer tout simplement l'import du cuivre. On rappelle que les États-Unis font partie du top 5 des pays producteurs de cuivre. L'actualité qui, selon moi, est très importante durant la 3e semaine, c'est tout simplement la création du Fort Knox numérique, à savoir globalement une réserve de crypto-monnaies de Bitcoin. 200 000 Bitcoins ont été ingérés le 6 mars par décret de Donald Trump, ça correspond à 17 milliards de dollars, ce qui, quand on y réfléchit, n'est pas tant que ça pour les États-Unis. Globalement, à quoi ça sert? Selon Donald Trump, ça sert à diversifier ses avoirs, à diversifier ses actifs et à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'ailleurs, je rappelle, anecdote assez amusante, que au Salvador, la monnaie officielle est bien le Bitcoin. Là, on enregistre le 19 mars, ils se sont appelés aujourd'hui. Il y a eu pas mal de choses intéressantes qui ont été dites. Globalement,
Zelensky, j'ai l'impression qu'il a un peu mis de côté lors des négociations, on ne va pas se mentir. Vladimir Poutine a dit qu'il était pour un cessez-le-feu limité, mais globalement, ce qui s'est ressorti d'étrange, je dirais, pendant cet échange, c'est que Trump et Poutine aimeraient organiser un match de hockey entre NHL et le championnat russe. Moi, je trouve ça assez incroyable. D'ailleurs, si on en croit BFM TV et RMC Sport, NHL n'était pas, du coup, vous savez, NHL, hein, c'est l'institut de hockey aux États-Unis, n'était pas au courant de cette volonté entre Trump et Poutine de faire ce match. Alors, je ne sais pas. Moi, je comprends pas à mon niveau. À mon niveau, j'ai pas les connaissances diplomatiques suffisantes pour comprendre le lien entre la fin de la guerre en Ukraine et le match de hockey entre les États-Unis et la Russie. Je comprends pas, vraiment. Mais bon, pourquoi pas, après tout, on peut être surpris, voilà. Il y a également eu un cessez-le-feu proposé par Donald Trump de 30 jours sur les infrastructures énergétiques, et vous savez quoi? Vladimir Poutine a accepté. Et pourquoi il a accepté? Parce qu'il prend Donald Trump au sérieux. En fait, tout ce qu'a promis Donald Trump, la fin de la guerre en 100 jours, le fait de négocier avec la Russie, tout ça est possible. Poutine prend Trump au sérieux, Trump prend Poutine au sérieux, Zelensky, c'est une autre histoire, mais globalement, de ce qu'on peut en dire, oui, il y a une petite trêve, une petite victoire, on va dire, qui a été faite et qui a été acceptée par Vladimir Poutine, donc on peut espérer réellement la paix. Et voilà, c'était les actualités du mois par Donald Trump aux États-Unis. Alors oui, vous avez vu que la forme a un petit peu changé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le dernier épisode était un épisode pilote, un épisode test, donc j'ai eu quelques petits réajustements. J'ai préféré me concentrer sur 1 à 2 grosses actualités dans la semaine, plutôt que de m'éparpiller et de trop rentrer dans les détails sur d'autres petites réformes qui ont un peu moins d'importance, on va dire. Le but, c'est pas de faire un format très long, mais un format court, d'avoir la petite actualité du mois, évidemment. Dimanche 23 mars à 15h, ne ratez surtout pas mon entretien avec Alain Soral. Et oui, pour ne pas manquer ça, vous n'avez qu'à activer les notifications en vous abonnant à la chaîne du Parti de la France. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi matin pour une émission sur la folie anti-russe avec Eliatem et Pierre-Nicolas Nubs. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Au revoir.